Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la condamnation de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, confirmée dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Ce mardi, après nouvel examen du dossier, la justice ivoirienne a décidé de maintenir la condamnation à 20 ans de prison et 329 milliards de francs CFA d'amende. Faustino Foudout-Imbali, nouveau Premier ministre de la Guinée-Bissau. Il a été nommé ce mardi par le président José Mario Vaz, qui avait limogé la veille l'ensemble du gouvernement sur fond de crise politique et institutionnelle. Et les travaux du bus Rapid Transit sont officiellement lancés au Sénégal. 144 bus transporteront chaque jour 300 000 voyageurs entre le centre-ville de Dakar, la capitale, et sa banlieue. La justice ivoirienne a donc confirmé la condamnation de l'ancien président Laurent Gbagbo dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Une condamnation à 20 ans de prison et 329 milliards de francs CFA d'amende prononcée en janvier 2018. La défense de l'ancien chef d'État avait fait opposition à cette décision, mais après un nouvel examen ce mardi 29 octobre, la justice a confirmé cette condamnation. Et dans le même temps, une requête a été déposée sur le bureau de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Les avocats de l'État ivoirien s'opposant à la levée des conditions imposées à Laurent Gbagbo depuis le 1er février dernier suite à son acquittement. Écoutez à ce propos Alafé Ouakili, directeur de l'Intelligence d'Abidjan. Il faut dire que c'était un appel. Les avocats du président Laurent Gbagbo ont fait appel et la justice ivoirienne a confirmé. Cette procédure était pendante. On avait oublié qu'elle était pendante et qu'il devait y avoir un appel. Et les gens avaient eu le sentiment que c'était une condamnation définitive, ce qui n'était pas le cas. Dans tous les cas, il peut encore faire appel et puis ça va aller à la Cour suprême. Donc, il doit y avoir encore une dernière étape. Maintenant, quels sont les enjeux, quelles sont les conséquences? Les faits ont existé, mais il est évident que pour les avocats de la défense, le président Laurent Gbagbo a agi conformément à ses prérogatives en sa qualité de chef de l'État à l'époque. Mais c'était pour faire face aux contraintes de l'État dans un contexte assez particulier et difficile. Mais cette thèse-là n'a pas prospéré parce que l'accusation estime qu'il n'avait plus ses prérogatives, il n'était plus le chef de l'État en exercice, qui était dans l'illégalité et l'illégitimité. Ça nous ramène au débat encore sur la crise ivoirienne et les responsabilités. La Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Faustino Foudout-Imbali. Il a été nommé ce mardi par décret présidentiel, une nomination qui intervient au lendemain du limogeage du gouvernement par le président José Mario Vaz, et ce alors que l'élection présidentielle est prévue le 24 novembre prochain. Ange Nomenio. Faustino Foudout-Imbali est le nouveau Premier ministre de Guinée-Bissau. Il a été nommé ce mardi 29 octobre par le président de la République, José Mario Vaz. Le chef de l'État avait limogé avec effet immédiat le gouvernement en place, dirigé par Aristide Gomez, suite à une réunion du Conseil d'État. Le désormais ex-premier ministre Aristide Gomez a déclaré après cette annonce ne pas respecter cette décision, la jugeant illégale. Il n'y a pas de raison que le président se mêle des affaires du gouvernement et qu'il fasse un décret. Il n'a plus le pouvoir pour faire des décrets. Même pour faire le décret de nomination d'investiture de ce gouvernement, il a été possible grâce à la délégation de pouvoir qui lui a été conférée par le sommet des chefs d'État d'Abuja. Je lance un appel à l'armée pour qu'elle ne se mêle pas du processus politique en cours et que, le moment venu, les autorités judiciaires seront amenées à se prononcer sur la validité juridique de ce décret. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait pourtant averti que le gouvernement ne pouvait être limogé avant l'élection présidentielle du 24 novembre 2019. Nous sommes face à une crise, face maintenant au refus de l'autre gouvernement en place que la CEDEAO veut maintenir à tout prix jusqu'aux prochaines élections, sera-t-on dans un scénario à la libyenne avec deux gouvernements parallèles. L'armée jusqu'à présent, ça c'est le point le plus positif, est resté les casernes. Depuis quelques jours, le pays est secoué par une vague de protestations pour réclamer une révision complète du fichier électoral qui ne saurait avoir lieu sans un report du scrutin.
La dernière manifestation réprimée par la police samedi 26 octobre 2019 a coûté la vie à un militant de l'opposition. C'est une infrastructure de dernière génération dont va se doter le Sénégal. Le président Macky Sall a lancé ce lundi les travaux du bus Rapid Transit, un projet de 300 milliards de francs CFA qui doit permettre de relier le centre-ville de Dakar à sa banlieue d'ici 2022. À terme, les 144 bus du tracé pourront transporter quotidiennement près de 300 000 voyageurs. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Le président de la République Macky Sall a procédé ce lundi 28 octobre 2019 à Guédiawaye, la banlieue de Dakar, au lancement des travaux des bus Rapid Transit. D'un coût global de 300 milliards de francs CFA, ce projet, financé à 60% par la Banque mondiale, permettra de bâtir un réseau de mobilité collective qui optimise les coûts élevés des transactions économiques. Dans mon projet politique Liggéeyal Ëllëg, j'ai tenu à inscrire les services de mobilité collective dans les 5 accès universels à assurer à l'ensemble de nos concitoyens. Circuler ou stationner à Dakar devient de plus en plus difficile, sans compter la perte énorme de temps. À cela s'ajoute la pollution du gaz à effet de serre. C'est pour cela que le bus Rapid Transport va non seulement lutter contre la pollution, mais aussi améliorer la mobilité urbaine à Dakar et sa banlieue. De manière spécifique, le projet BRT est emblématique de mon ambition de doter notre pays d'un système de transport multimodal apte à concilier nos objectifs d'ordre économique, écologique et social. Les travaux du bus Rapid Transit vont durer 30 mois. Pour ce qui est du parc automobile, 144 bus articulés seront mis en circulation pour transporter quotidiennement 300 000 passagers avec une cadence de desserte jalonnée en 23 stations fermées. Dans l'actualité également, ce drame au Cameroun, au moins 34 personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain à Bafoussam dans l'ouest du pays. L'éboulement est survenu dans la nuit de lundi à mardi suite à de fortes précipitations qui se sont abattues les jours précédents. Les opérations de secours sont toujours en cours. Le gouvernement a promis une aide urgente de 5 millions de francs CFA pour la prise en charge des victimes. Libreville, la capitale gabonaise, accueille jusqu'à ce 31 octobre la 12e réunion de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, une rencontre sur le thème de la transformation du monde rural. Il est notamment question d'identifier les priorités sous-régionales en matière d'agro-industrie et de formuler la feuille de route 2020-2021. Marcel Fabamaroun. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, envisage de mener des réflexions au cours d'une réunion à Libreville au Gabon sur les mécanismes à adopter en vue d'exploiter les opportunités de mobilisation des ressources pour booster la production agricole en Afrique centrale. La FAO préconise ainsi la création d'emplois pour la jeunesse, augmentant les revenus et le bien-être dans le monde rural. Le foncier, la mécanisation, la capacité de transformation continuent d'être des barrières. Ainsi, le secteur agricole qui peut aider à résorber le chômage, à lutter contre l'exode rural, à contribuer à la diversification de l'économie, se retrouve dans une situation où il ne joue pas pleinement son rôle. La FAO entend promouvoir le monde rural et renforcer le développement du secteur agricole. Il s'agira entre autres de l'identification des priorités sous-régionales des agro-industries pour 2020-2021. Si vous prenez les pays d'Afrique centrale, ont d'importantes réserves avec des terres arables. Pour qu'elles deviennent extensives, il faut qu'on sorte de l'agriculture de la grand-mère avec la machette, la houe, et qu'on passe à une agriculture qui est plutôt mécanisée. Ça permet de cultiver de vastes étendues. Les Nations Unies précisent que l'exploitation efficace du potentiel de l'agro-industrie est une nécessité pour la transformation structurelle du tissu économique de l'Afrique centrale. Ainsi, les États d'Afrique centrale devraient mieux travailler sur l'identification des défis.
Et le Fonds monétaire international a présenté ses perspectives économiques pour l'Afrique ce 28 octobre. D'après le rapport présenté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, 24 pays du continent devraient voir leur revenu par habitant augmenter plus rapidement que la moyenne mondiale. La croissance devrait s'établir à 3,6% en 2020 contre 3,2% en 2019, avec des risques liés aux menaces sécuritaires, climatiques et sanitaires. Le rapport insiste également sur la création d'emplois qui devra être de 20 millions par an d'ici 2030. Une application pour lutter contre la criminalité, c'est ce qui a été mis au point en Afrique du Sud. L'application Namola aide les citoyens en cas d'agression. Le principe, 90 secondes maximum après avoir donné l'alerte, l'utilisateur est rappelé par la police. Gladys Mamba. L'Afrique du Sud s'est récemment dotée d'une nouvelle arme pour lutter contre la criminalité et augmenter la sécurité des citoyens. Une application mobile dénommée Namola, téléchargeable gratuitement, qui permet d'être appelé par la police dans un délai de 90 secondes en cas d'agression. Une assistance d'urgence disponible 24 heures sur 24. J'ai appuyé sur le bouton d'urgence sur Namola. Ils ont répondu et m'ont appelé très rapidement. J'étais obligée de parler à voix basse, mais ils ont compris ce qui se passait. Nous avons continué à nous envoyer des SMS, puis Namola a envoyé de l'aide. Rapidement, 2 voitures de police sont venues et nous ont aidés et tout a été réglé. Le coupable a été mis derrière les barreaux. L'objectif de l'application Namola est de réduire le temps d'intervention de la police en cas d'agression, un temps souvent jugé trop long. Les chiffres sur la criminalité révèlent un constat d'échec des autorités dans cette lutte acharnée. Entre 2017 et 2018, une moyenne de 57 homicides par jour ont été recensés, ce qui représente une hausse de 7% en un an. Mais grâce à l'application Namola, le traitement des incidents liés à la criminalité pourrait changer. Plus de 350 000 usagers sont à ce jour comptés. Historiquement, obtenir une réponse d'urgence en Afrique du Sud a été un défi de taille pour différentes raisons. En confectionnant Namola, nous avons voulu créer quelque chose de très simple pour que tous les Sud-Africains puissent appuyer sur un seul bouton et obtenir une réponse immédiate. La question était comment chaque Sud-Africain peut obtenir rapidement de l'aide. Et c'est là que nous avons eu l'idée de créer l'application. L'application Namola, accessible partout en Afrique du Sud, traite plus de 400 incidents par jour liés à la criminalité. En plus de l'assistance d'urgence gratuite, une nouvelle option est disponible, un bouton de panique physique que l'usager peut utiliser à son gré en cas de danger, un supplément dont le coût est fixé à environ $5 par mois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.